Cet épisode est sponsorisé par la Self. Bienvenue sur Parlons peu, parlons ergo, un podcast de vulgarisation autour des thèmes de l'ergonomie. Aujourd'hui, nous recevons Valérie Puyot autour du concept d'utopie concrète qui est au cœur de son HDR. Nous parlerons notamment de la modernité, du vieillissement, de la crise et du changement et pour finir, de l'utopie concrète. Au micro pour cet épisode, Cassandre Dubost et Thibaut Marcoux. Alors, bonjour à tous et à toutes. Bonjour Thibaut. Salut Cassandre. Aujourd'hui, nous sommes avec Valérie Puyot et nous allons parler de son HDR sur l'utopie concrète. Et donc, pour commencer, Thibaut, je te laisse présenter Valérie. Oui, bien sûr, je vais essayer d'être rapide parce que un grand parcours quand même. Donc Valérie Pouillot, vous êtes en tout cas de formation pluridisciplinaire. Vous êtes inspirée, vous êtes traversée par tout ce qui est ingénierie, sciences sociales. Vous êtes notamment aussi spécialisée dans la conception, dans tout ce qui est les questions de l'environnement et du développement durable. Vous êtes formée avec Antoine Laville et actuellement vous êtes maîtresse de conférences en ergonomie à Lyon, à l'IETL. Vous avez aussi créé un diplôme d'ergodesign à l'ENISE, à Saint-Étienne. Vous êtes maîtresse de conférences aussi environnement, ville et société. Vous êtes membre du LABEX IMU, Intelligence des mondes urbains. Vous êtes vice-présidente des affaires internationales de la SELF. Vous êtes co-autrice d'un ouvrage qui est sorti très récemment, en 2021, donc oui, c'est très très récent, qui s'appelle Concevoir le travail, le défi de l'ergonomie aux éditions Octares. Vous trouverez d'ailleurs en description de cet épisode le lien vers l'ouvrage. Et on est là pour parler de ça, en effet, Cassandre. Votre HDR qui est sorti en 2020, que vous avez soutenu aussi en 2020, qui s'appelle plus exactement Pour une prospective du travail, les mutations et transitions du travail à hauteur d'homme avec un grand H. Bonjour Valérie. Bonjour Cassandre, bonjour Thibaut. Une intro très longue, mais en même temps un parcours grand, élogieux. En tout cas, voilà. Mais merci en tout cas d'avoir répondu présente pour cette invitation et pour parler de votre HDR. Merci encore. Merci à vous deux. Merci à vous deux. Un parcours long parce que je commence à prendre de l'âge, donc c'est aussi lié au nombre d'années passées dans notre communauté. Puis à de belles rencontres, notamment à la rencontre d'Antoine Laville, Catherine Tégère, Serge Volkov, Anne-François Molinier, et puis plein d'autres. Et puis la rencontre aussi avec les étudiants et les étudiantes qui sont passés par l'Institut d'études du travail. Ça aussi, ça compte. Merci de l'invitation en tout cas. Mais de rien. Donc du coup, on voulait commencer par voir avec vous votre posture critique dans cet HDR. En fait, vous parlez, enfin vous faites plutôt une critique dans votre HDR de la modernisation sans modernité, en replaçant l'homme vieillissant, vous dites, au centre du travail. Du coup, on aurait voulu savoir, si vous pouviez un petit peu nous illustrer, ces propos et au regard, en fait, des enjeux, sociétaux d'aujourd'hui. Alors, comme tous travaux de recherche et parcours de recherche en ergonomie, je tiens à indiquer que ces travaux, ils sont toujours réalisés de manière finalisée. Ils sont vraiment en prise avec la société, avec des questions sociétales, et ils se fondent sur des expériences dans les milieux de vie et de travail. Donc cette posture critique, effectivement, mais pas uniquement critique, j'y reviendrai, à l'égard d'une modernité qui n'en est pas vraiment une. C'est une position qui est liée en fait à des constats que j'ai pu réaliser dans les interventions que je menais. Où j'ai eu diverses expériences que j'évoque d'ailleurs dans le document de l'HDR, dans le secteur de la microélectronique, dans le secteur de l'aéronautique ou dans la sidérurgie, où en fait il y avait des positions, des directions relatives à la nécessité de changer, à la nécessité de mettre en œuvre des transformations technologiques ou des transformations gestionnaires qui se targuaient d'être des avancées au plan de la performance économique, qui se targuaient d'être des avancées sociétales en ce qu'elles allaient permettre d'avoir un travail plus léger, moins sollicitant, et qui en fait se traduisaient concrètement par des dégradations du travail et de l'activité de travail des opérateurs et des opératrices. Je vais peut-être juste donner un exemple, je vais essayer d'être courte,
qui a trait à une expérience que j'ai eue très tôt durant mon parcours professionnel dans le secteur de la microélectronique. Là, je me suis retrouvée dans une entreprise qui était vraiment à la pointe à l'époque. Donc, vous voyez, c'est pour ça que j'ai un parcours qui peut sembler glorieux, mais parce qu'il est long et ancien. Je me suis retrouvée dans une entreprise au moment où il y a eu vraiment l'explosion de tout ce qui était relatif aux puces et à la microélectronique, qui commençait vraiment à s'installer dans notre quotidien, dans tous les objets et aussi dans les artefacts, dans les milieux industriels. Donc, une entreprise qui fabriquait des microprocesseurs dans des laboratoires, des salles blanches avec des atmosphères contrôlées, avec des ambiances comme ça qui paraissaient très feutrées et où vraiment on positionnait des projets de nouvelles technologies qui étaient présentés comme étant des projets qui allaient dans le sens du progrès, c'est-à-dire qu'articulaient des avancées technologiques à des avancées sociétales et qui se traduisait effectivement au plan sociétal, en tout cas par des contrats qui étaient stabilisés, et cetera, mais qui en fait, très concrètement, dans le quotidien des activités de travail pour les personnes qui étaient engagées, se traduisaient par un impensé du travail, se traduisait par une perte de sens, par des transformations qui étaient incessantes et qui déconstruisaient en fait la possibilité pour les opérateurs et les opératrices d'élaborer vraiment une communauté de pratiques, d'élaborer un projet qui soit relié à la participation qu'ils pouvaient avoir, à leur engagement dans cette aventure, pourtant qui pouvait sembler enthousiasmante de la microélectronique à l'époque. Donc voilà un premier exemple. Un autre exemple dans une entreprise de l'aéronautique où là on a vu apparaître dans cette entreprise des projets gestionnaires qui visaient à rationaliser les coûts de production, les modes opératoires pour, là aussi, faciliter entre guillemets «le travail des uns et des autres» pour, atteindre à une meilleure qualité, à une meilleure, fiabilité et qui, en fait, se traduisait par, un découplage entre, le projet industriel qui était, de produire finalement des dispositifs, des masques à oxygène pour les opérateurs, pour les pilotes lorsqu'ils étaient en train de piloter leur avion en cas de dépressurisation, avec une forte attache à une approche technique, avec un sens de l'acte technique qui était déconstruit par cette approche gestionnaire. Donc, j'ai pu constater très rapidement, je parle là d'une période qui est le début des années 90, à des transformations qui, au nom de la modernité, au nom du progrès technologique, ne se traduisaient pas par une relation avec un projet sociétal, un progrès sociétal, et en tout cas en prise avec les questions du travail et du travaillé. Donc effectivement, j'en ai tiré une position critique, mais au-delà d'une position critique, je me suis très rapidement posé la question de savoir comment l'ergonomie pouvait contribuer à, au-delà de la dénonciation de ce modèle, à faire une contre-proposition, c'est-à-dire à porter des modèles alternatifs, voire à accompagner carrément des projets qui étaient plus que réformistes, c'est-à-dire qui visaient finalement à accompagner des voies un peu progressistes, mais à accompagner des projets qui étaient carrément, allez, osons le mot, entre guillemets, révolutionnaires, c'est-à-dire qui se positionnaient sur des critères de développement durable, d'émancipation, et cetera. D'accord, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant là-dessus, sur cette question-là. Mais juste pour aller un peu plus loin pour revenir aussi sur la question du vieillissement rapidement, parce que là, vous êtes revenu notamment sur le lien entre, voilà, sur la question de la modernité. Mais au niveau du vieillissement, dans votre HDR notamment, vous reparlez de rétablir un vieillissement à hauteur d'homme, encore une fois, homme avec un grand H. Et revenir en tout cas, de revenir sur cette définition du vieillissement et peut-être plus revenir sur une question de sagesse au niveau du travail, donc c'est-à-dire remettre en valeur l'expérience de ces modèles passés avant cette nouvelle crise de la modernité, mais on reviendra sur la crise juste après. Mais est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cette question un peu quand même du vieillissement et de la mettre en relation avec cette question de la modernité? Oui, Thibault, merci pour ce rappel. Effectivement, alors ça aussi, c'est le fruit de parcours et de rencontres. Vous l'avez rappelé, lorsque vous m'avez présentée, je suis vraiment, une élève, d'Antoine Laville. C'est-à-dire que mon parcours, il s'est inscrit, dans une rencontre,
avec Antoine Laville, lorsque j'étais en train de suivre ma formation à l'École des Ponts. Antoine est venu faire une conférence où il est venu présenter les travaux du CREAPT, Centre de recherche et d'études pour l'âge et les populations au travail. Maintenant, l'acronyme a changé, il y a la question de l'ancienneté et de l'expérience qui apparaît. Mais Antoine est venu nous présenter les travaux du CREAPT et j'ai trouvé ses propos extrêmement intéressants au-delà de son humanité parce que Antoine et les collègues du CREAPT étaient particulièrement préoccupés de ce qu'il advenait des personnels vieillissants dans les entreprises. Ah, on était déjà inscrit dans un vieillissement de la population active. On pouvait constater qu'il y avait une dépréciation des expériences antérieures, c'est-à-dire qu'on considérait que les salariés vieillissants étaient des gens avec des compétences obsolètes, et donc justement qu'au nom de cette modernité ou du progrès technologique, ils apparaissaient finalement comme étant des ressources périmées, jetables. Et on assistait à l'époque dans des grandes entreprises, à des départs anticipés à la retraite ou à des licenciements qui étaient liés justement à cette représentation, à ces stéréotypes d'une obsolescence programmée d'une certaine manière des salariés et avec de fait finalement des vies actives qui étaient extrêmement courtes puisqu'il apparaissait que dès 45 ans, 40-45 ans, dans certains secteurs d'activité, les gens étaient vraiment considérés comme des personnes plus que vieillissantes, des salariés périmés dont il fallait se débarrasser au pire ou au mieux, qui était inquiétant parce qu'ils n'allaient pas justement pouvoir absorber ces changements nécessaires au prisme de la technologie. Alors ça, c'était le premier point. Du point de vue sociétal, il m'apparaissait que là, on avait quand même une problématique majeure dont il fallait se soucier et qui me permettait de renouer quand même avec des positions de l'ergonomie qui étaient les ergonomes doivent se préoccuper de concevoir des situations de travail, de penser les questions du travail pour la diversité de la population en présence. Donc, c'était le premier point qui m'a semblé important dans le discours d'Antoine. Le deuxième point, c'était que il me semblait que cette dénégation de l'expérience des anciens, elle était révélatrice finalement, elle pouvait servir d'analyseur d'un découplage qu'il y avait entre les projets conduits par les entreprises et notamment cette injonction à changer de manière intempestive et l'évolution de la population. Et que rentrer par le vieillissement, c'était une manière de faire saisir aux entreprises qu'il y avait des transformations profondes qui étaient en train de se mettre en place, qui étaient effectivement problématiques parce qu'elles étaient excluantes du point de vue des plus âgés, mais qu'elles étaient problématiques de manière générale pour l'humain avec un grand H, pour les hommes et les femmes, parce que finalement, elles introduisaient une rupture qui n'était ni performante ni souhaitable du point de vue de l'humain et de la santé, entre justement les différents éléments du système socioproductif, avec évidemment pour nous les ergonomes, l'humain qui doit rester au centre de ce système. Donc c'est le deuxième point. Il m'a semblé que le vieillissement, c'était un révélateur qu'il y avait quelque chose qui était profondément en train de se déstructurer dans nos sociétés de travail, je vais dire ça comme ça. Et puis le troisième point qui m'est apparu aussi très rapidement en discutant avec les collègues du CREAPT, Anne-Françoise Molinier, Serge Volkoff, Michel Milenvois, enfin je les cite parce que c'est ma manière à moi de leur rendre hommage, Corinne Godard, c'est que le vieillissement, les travaux qui avaient été conduits autour du vieillissement, c'était des travaux qui permettaient d'attraper les choses de manière diachronique, c'est-à-dire de penser les choses dans le temps, en temporalité, les processus. Or, justement, ce que disait Antoine, c'est que l'ergonomie était trop myope, c'est-à-dire qu'elle se focalisait sur l'ici et maintenant, et que pour amener les milieux de vie et de travail à se poser des questions sur comment elles doivent finalement construire des projets avec les humains et les construire en pensant non pas en réactivité justement à des injonctions économiques, il faut inscrire les choses dans le temps. Donc, cette entrée par le vieillissement m'a semblé tout à fait pertinente.
Voilà et donc j'ai commencé, ma carrière de chercheuse dans la sidérurgie qui était, de plein fouet frappée à la fois par des injonctions de changement, hein, mettre en place l'assurance qualité, mais maintenant, ça existe de partout dans les entreprises, mais à l'époque, hein, encore une fois, je vous ramène dans le milieu des années 90, c'était moins installé, informatisé, automatisé, robotisé, mais aussi faire du juste à temps. On ne parlait pas encore de lean, même si le lean manufacturing existait déjà. Eh bien, c'était des choses qui étaient en train de se mettre en place massivement dans la sidérurgie et qui touchaient en premier lieu les vieillissants et en réinterrogeant les acteurs sur quelle était l'histoire de la sidérurgie, quelle était l'histoire des sidérurgistes, on pouvait arriver à comprendre qu'est-ce qui faisait que c'était problématique et prendre soin des uns et des autres, pas uniquement des vieillissants ou des vieux et des vieilles, mais de toute la population. Est-ce que ça, si je comprends bien, c'est des bouleversements, dans le travail, de l'homme, c'est ça? Et qui provoquent un changement? Parce qu'en fait, vous dites que, pour que l'homme, pour qu'il y ait un changement, il faut que l'homme connaisse des bouleversements dans son travail. Et est-ce que ça fait partie de ces bouleversements-là ou pas? Alors en fait, peut-être, une précision de vocabulaire. Heu tous les changements ne conduisent pas à, des transformations profondes du travail et de l'activité de travail. On peut avoir l'introduction d'un nouveau logiciel, on peut avoir, l'introduction, d'une nouvelle organisation qui va certes demander à ce qu'on réalise des apprentissages, mais qui ne va pas complètement modifier le cadre professionnel, hein, dans lequel, on s'inscrit, qui va pas, complètement, transformer, les valeurs que l'on mobilise, ou, les pratiques que l'on a ou les compétences que l'on a. Par exemple, je vais, vous donner un exemple peut-être qui justement sera, audible et compréhensible pour tous et toutes, en tant qu'enseignante. Non pas que je sois égocentrée, mais voilà, je crois qu'on s'est tous retrouvés dans des salles de cours. Comme enseignante à l'université, à un moment donné, donc quand j'étais jeune enseignante, je suis arrivée à l'université, il y avait des rétroprojecteurs, un truc que vous n'avez pas connu avec des vieux transparents pourris en plastique, qui se gondolaient, se cassaient la figure et sur lesquels on écrivait à la main, les supports de nos cours et puis un beau jour, vous avez connu un beau jour sont apparus les vidéoprojecteurs. Hein, avec, les fameux diaporamas et comme vous avez eu le malheur de m'avoir en cours, vous savez que je suis capable de faire des diaporamas un peu longs, mais enfin et je faisais déjà d'ailleurs des slides, sous format, physique qui étaient, assez volumineux. Évidemment, il a fallu que je réalise des apprentissages pour, voilà, non pas devenir une experte de PowerPoint, mais en tout cas pour arriver à me dépatouiller avec ça. Mais fondamentalement, ça n'a pas changé ni ma manière de faire cours, où pour moi les slides ont toujours été un support à mon cours et où je fais des digressions, des explications, des boutades, autour de ce que je suis en train de raconter. Donc c'est une ligne de vie. Ça n'a pas changé, voilà, ma manière finalement d'habiter les cours. Ça n'a pas changé les valeurs qui sont associées à ma pratique, c'est-à-dire que je ne me vis pas et je ne tiens pas à être dans une position surplombante par rapport aux étudiants et j'espère que, en tout cas, ce que j'essaie de faire et ce à quoi je tiens, c'est à essayer de transmettre, des choses qui me tiennent à cœur dans notre discipline et de dialoguer avec les étudiants, dont je pense qu'ils ont beaucoup de choses à m'apprendre. Et puis j'ai, voilà, par rapport à ce qui constitue, je dirais mes principes, mes compétences, vous évoquiez mon parcours avec Antoine, il y a aussi, mon inscription dans l'ingénierie et cetera. Ça n'a pas été bouleversé par l'arrivée des PowerPoint et des vidéoprojecteurs. Si à présent je vous emmène dans un autre secteur, j'ai en tête, hein, dans le à l'université, à l'institut, il y a eu je cite souvent cet exemple parce que là, je pense qu'il est assez frappant. Il y a eu un projet de fin d'études qui a été réalisé par une de vos collègues, qui s'est retrouvée dans une entreprise où tout d'un coup,
On passait de la conception et de la fabrication de machines à laver à la fabrication et la conception de véhicules électriques. Bah là, quels que soient d'ailleurs les acteurs de l'entreprise, c'est vraiment une révolution, des pratiques professionnelles. Tout d'un coup, on se retrouve transporté dans un autre univers. On n'est plus du tout dans les mêmes processus, on n'est plus du tout dans les mêmes, concepts qui vont permettre de s'en sortir. On connaît, par exemple, en ce moment, de telles révolutions dans le secteur de la métallurgie, où on va hybrider avec, de plus en plus, avec des techniques qui ont à voir avec de la plasturgie. On voit ça aussi dans le secteur pharmaceutique, où le secteur pharmaceutique, pendant très longtemps, ça a été un secteur où, les fondamentaux pour, les différents acteurs, ingénieurs, responsables de fabrication, opérateurs, opératrices, c'était la chimie. Et tout d'un coup, on va travailler avec des techniques qui mobilisent le vivant, et là, il faut arriver à hybrider des choses qui sont de l'ordre de la chimie organique et puis des choses qui sont de la biophysique ou, de la biologie ou de la génétique. Ça demande vraiment, de changer de monde, de changer d'univers, et là, vraiment, on est dans des transformations profondes de l'activité de travail, pour les personnes qui se trouvent, dans ce genre de situation. Donc quand je parle de bouleversement, c'est à cette deuxième classe de situation que je réfère. Et ben, en parlant de bouleversement, mais c'est parfait, pour cette transition-là. En parlant de bouleversement, dans votre HDR, vous parlez notamment de la question de la crise et finalement les crises qui sont, des changements majeurs, en tout cas dans les environnements de travail, enfin pour le travail en général, ce sont des moments de changement majeurs. En plus, on parle, là, ces épisodes, actuellement de Parlons Ergo, j'espère sortiront après une énième crise sanitaire, mais en tout cas, voilà, en tout cas, les crises actuellement en tout cas, sont de plus en plus présentes. Vous en parliez déjà dans la question de la modernité. On peut dire une forme de crise de la modernité. On est actuellement en crise sanitaire. Je pense que les crises vont se multiplier. En tout cas, ça a l'air de se montrer comme ça. Est-ce que vous pouvez revenir pour aller un peu plus loin sur cette question du bouleversement et parler finalement des crises, finalement, pour le travail, pour l'homme, pour les femmes et les hommes au travail, qu'est-ce qui se passe avec des crises? Est-ce que ce sont des occasions? Est-ce que ce sont des défis? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour votre point de vue de chercheuse ergonome? Alors moi, ce n'est pas une attitude de bisounours, mais je suis profondément, enfin je suis très inspirée par un auteur qui est Paul Ricoeur, qui, a pris position à plusieurs reprises, sur, le fait que les crises étaient des opportunités pour changer de trajectoire. Paul Ricoeur, qui est un grand philosophe pour moi, qui a fait plusieurs ouvrages, Soi même comme un autre, qui a beaucoup, travaillé autour de la question du récit, de l'expérience, mais aussi, 2 autres auteurs qui ont été des sources d'inspiration dans lesquels je me suis retrouvée. Un, à qui j'ai emprunté justement cette attitude prospective, qui est Gaston Berger, qui, lui aussi, après la Seconde Guerre mondiale, a incité finalement à ce que l'on considère, les traumatismes qui étaient liés à la guerre, à se retrousser les manches et à essayer d'imaginer, des futurs, souhaitables. Et puis, un troisième auteur qui est Ernst Bloch, pardon, qui lui aussi, penseur de l'utopie, encourage à l'espérance. Ces 3 auteurs qui, on le sait moins pour Ricoeur, qui ont aussi pour trait commun d'être, des philosophes en action, pas uniquement des diseurs pour des faiseurs, mais aussi des gens qui vont se retrousser les manches et expérimenter des choses. Ces 3 philosophes, à l'issue pour 2 d'entre eux de la Seconde Guerre mondiale, et pour l'un d'entre eux beaucoup plus âgé, de la Première Guerre mondiale, puis de la Seconde Guerre mondiale, considèrent que les crises sont des moments où tout n'est pas foutu. C'est-à-dire qu'il y a il y a encore on peut encore faire des choses. Il ne s'agit pas de dire: «C'est la fin du monde, c'est dystopique» et puis, on se laisse abattre. Mais c'est la nécessité d'essayer de comprendre justement qu'est-ce que sont ces crises. Alors si vous voulez, je vais peut-être dire, de mon point de vue, quelles sont les crises, en face desquelles nous sommes, et qui disent finalement: c'est une occasion pour, prendre des chemins de traverse, pour expérimenter d'autres choses,
pour se poser la question du sens, de la vie finalement humaine et de la contribution à la vie humaine sur cette terre. Et la crise est une opportunité finalement, à la fois pour faire un diagnostic, pour se poser, pour réfléchir, pour se poser la question des valeurs, qui nous tiennent à cœur et puis pour, inventer et agir pour un futur qui sera meilleur. Voilà, moi je le dis dans l'HDR, mon âge, qui n'a rien de secret, hein, j'ai 53 ans, j'ai été jeune au moment de, certaines crises, environnementales, Bhopal par exemple, des crises, aussi, géopolitiques avec la famine en Éthiopie, des crises économiques, avec, un krach à Wall Street, des crises, politiques majeures, l'effondrement, du mur de Berlin et cetera et cetera je pense que je me suis retrouvée à mon époque comme Ricoeur, Bloch et Berger voilà, confrontée au constat qu'on était dans un monde où la question du sens, n'était plus présente, où effectivement il y avait ce que j'ai pu découvrir après concrètement en ergonomie, un espèce de discours enchanteur autour de la technologie, mais qui tournait à vide, avec la montée en puissance aussi de formes capitalistiques très agressives, très sauvages, avec un capitalisme financier qui faisait que les projets industriels, le capitalisme familial qu'on peut connaître par exemple sur Lyon était complètement émietté. Et voilà, se rajoute, maintenant, je pense, de manière, très sensible, c'est le moins qu'on puisse dire, des crises environnementales qui existaient déjà à cette époque, mais dont on prend la mesure. Et toutes ces crises, je pense qu'il y a des crises politiques, économiques, des crises de sens, des crises éthiques, des crises environnementales, des crises sanitaires. Elles se traduisent aussi, au plan du travail parce que dans les milieux de travail que sont les entreprises, on laisse peu de place à l'expérience des humains. On ne lui donne pas, la possibilité d'être vraiment un acteur finalement du projet, industriel ou non industriel dans lequel, on s'inscrit, de pouvoir, se poser des questions sur les conséquences de son activité sur la planète par exemple ou, sur comment, il peut ou elle peut contribuer à s'inscrire dans un territoire et c'est pour moi ce qui configure les crises du travail que l'on est en train de traverser. Donc ouais, donc en fait, finalement, les crises sont des véritables moments à saisir, à la fois pour les travailleurs, mais aussi pour les ergonomes, pour les entreprises, pour vous. Donc il y a une pluralité d'acteurs qui doivent se saisir de ces moments de crise, heu, pour, heu, pour changer, en tout cas, la phase du travail, genre, si on peut Oui. dire ça, si on peut dire les Oui, choses comme ça, mais selon je vous? pense qu'il y a là un enjeu très fort à changer le modèle du travail. Hein, c'est vrai que maintenant de plus en plus, j'emprunte à une distinction qu'a réalisée Christophe Dejour en tout premier, je pense, hein, qui était, plutôt que de parler de travail de manière indifférenciée, il a proposé de distinguer travail et travailler. Travail, c'est vraiment un modèle historique, socio-historique, un régime qui est construit, qui repose sur des modèles productifs, des modèles économiques et gestionnaires de l'activité de travail, qui est ce que l'on saisit, nous, en tant qu'ergonomes. Là, je crois qu'il y a des modèles socio-économiques et gestionnaires qui sont les plus fréquents dans nos milieux de travail. On peut examiner ce qui se passe, par exemple, en ce moment à l'hôpital, dans le secteur hospitalier. Je pense que on y est tous très attentifs depuis la pandémie, en tout cas plus qu'avant. On sait que le système hospitalier en France a subi vraiment une transformation profonde, qui a construit à ce qu'on lui plaque un modèle, gestionnaire par coût, par tarification de l'activité et cetera. Ce modèle-là, on voit que, non seulement en termes de performance, s'agissant du service rendu à la population, en termes de services de soins, il est dysfonctionnel et on voit aussi que du point de vue des équipes, il est, extrêmement délétère. Il crée, des situations de souffrance au travail et donc il me semble que là, il y a un enjeu et une opportunité,
à l'occasion de ces crises qui révèlent justement ces problèmes, de proposer autre chose, d'expérimenter autre chose, d'autres modèles dans lesquels les humains ne soient plus des variables d'ajustement, mais soient vraiment non pas des facteurs humains, mais des acteurs humains qui puissent apporter une contribution à la société. Et la position, c'est que le travail et l'activité de travail sont des modalités d'être au monde et de participation au monde dont il s'agit de prendre soin au même titre et en même temps que des dimensions environnementales, d'insertion, etc. Évidemment, on ne peut pas faire ça tout seul. Ça serait bien prétentieux de la part des ergonomes de dire qu'ils pourraient résoudre toutes ces questions éminemment complexes tout seul. Mais voilà, je pense que les ergonomes ont des choses à faire en portant justement et en prenant soin du travail et du travaillé dans les évolutions que l'on souhaite pour demain. Oui et donc du coup, oui, vous dites que, les opérateurs et opératrices, veulent donc se ressaisir, de leur travail et vous parlez donc, d'utopies concrètes. Du coup, donc on aurait bien aimé revenir un petit peu, là-dessus et donc d'abord, commencer, par, parler du contrat de base, puisque vous parlez dans votre HDR, d'un contrat de base. Si j'ai bien compris, c'est, en fait un rapport entre, l'homme et le milieu, et le contrat de base, en fait, il crée de l'harmonie. Du coup, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette harmonie et un peu plus concrètement, ce que ça veut dire un contrat de base? Alors je vais essayer, alors peut-être ça me demande de rétropédaler quand même sur utopie concrète parce que c'est, alors, qu'est-ce que c'est cette histoire d'utopie concrète? Alors comme, les histoires de vieillissement, comme les histoires de position critique à l'égard d'un monde sans modernité, c'est, la chance, de rencontres, dans le cadre d'interventions, de situations, tout à fait intéressantes. J'ai passé une partie de mon activité à constater, à essayer d'agir, dans des situations qui étaient percutées par des bouleversements profonds pour donner une place, au projet des opérateurs, des opératrices et pour donner une place centrale à l'humain. Mais il faut bien quand même, constater, si je fais, un petit peu de retour réflexif sur cette période-là, que, ce que j'ai pu faire, hein, bon, j'ai pu faire des choses, je pense que ça a été des choses, utiles, mais j'ai pu aussi constater que finalement, il y avait toute une partie, de ces interventions qui relevait d'un diagnostic de ce qui avait été cassé, émietté, amoché, de ce qui était mis en danger, avec une compréhension des bouleversements qui avaient opéré, mais finalement peu de contre-propositions, un peu, structurantes pour changer de modèle justement, pour faire autre chose. Jusqu'au jour où j'ai eu la chance, dans le cadre d'un projet de recherche, de, tomber sur finalement un dispositif dans une entreprise, tout à fait particulière, qui était une entreprise d'aménagement de l'eau, de configuration du paysage, dans le sud de la France. Cette entreprise, c'était, une entreprise qui avait un statut tout à fait particulier parce que, c'était une entreprise avec un statut public-privé qui a été une des premières entreprises d'aménagement du territoire, qui s'est, qui en fait était, une des émanations, des plans, hein, de relance de la France après la Seconde Guerre mondiale. Et dans cette entreprise, spécialiste des questions d'eau notamment, il y avait, une pépinière et là, quand je suis arrivée dans cette pépinière, je me suis rendu compte qu'en fait, les personnes qui travaillaient dans cette pépinière me parlaient d'un truc qui avait été fondateur et qui était toujours actif dans leur activité de travail au quotidien et qui était un récit d'une utopie, d'un projet plus grand qu'eux-mêmes, au long cours, qui était un projet justement de réaménagement et de reconfiguration de la région. Je vous parle là, du sud de la France, plus précisément, je vous parle de la région, enfin du Gard, mais aussi,
de l'Hérault et d'une partie de la Camargue, qui, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, sont vraiment, des régions où il y a, des gens qui sont très peu qualifiés, avec une paupérisation, il y a des entreprises qui partent de la région, qui vont s'installer ailleurs. Il y a des dégâts au niveau de l'environnement qui sont liés, au fait qu'il y ait une viticulture intensive. Il y a des zones qui sont, marécageuses, qui sont très difficiles à exploiter et c'est un peu une terre de désespoir, hein, et d'ailleurs les salariés me font part de récits où on parle vraiment de terres grises, de terres qui sont rincées et face à cette situation, il y a quelques personnes qui se posent des questions sur, comment on en est arrivé là et qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir? Avec un rêve un peu fou, qui va petit à petit se concrétiser et qui va s'énoncer dans une utopie qui est: on va reconfigurer ce paysage, on va recréer des liens entre urbain et rural, on va mettre en place du thermalisme. Enfin, il y a tout un foisonnement d'idées avec des positions et des principes très structurants sur, le rapport à l'éducation, le rapport à la formation, et aussi le rapport au paysage. C'est-à-dire qu'on veut créer un paysage qui va permettre, par exemple, de gérer, la question du marécage, qui va permettre aussi, d'avoir un endroit beau, qui va permettre de réintroduire de la Ça, polyculture. ce sont des Ça, ce sont des souhaitables. souhaitables. Peu à peu émerge, donc il y a un souhait qui part en même temps de l'exploration de très concrètement ce qu'on peut faire, ce qu'on a envie de faire, des ressources existantes et c'est une utopie parce que ça n'existe pas. Personne ne sait comment on va y arriver. On sait juste qu'il va falloir beaucoup de temps et mobiliser des énergies très différentes. Il y a des trucs qui vont être vraiment à inventer, mais c'est concret parce que, il s'agit pas d'avoir, des réunions, sympas autour d'un bon verre, de bon, à l'époque, les Costières du Gard, c'est pas terrible, donc un bon verre qui vient sans doute d'ailleurs que du Gard, d'ailleurs. Hein, mais ça suffira pas, et puis c'est pas ça qu'on veut. On veut vraiment arriver à mettre en place des trucs. Donc ils vont expérimenter des choses et petit à petit, ce qui va émerger, c'est la nécessité de créer une pépinière où on va, élever, j'utilise les termes des pépiniéristes, hein, des sujets, c'est-à-dire des arbres et des arbustes qui vont être plantés, dans, ce paysage, qui vont permettre de reconfigurer ce paysage et pour supporter cette utopie, eh bien, il va y avoir un contrat de base qui va engager les différents acteurs et qui va à la fois, comment dire? Poser des principes, c'est-à-dire que, il y a un des principes qui est très, très fort, qui est le fait que, il y a un vrai souci de l'environnement. C'est-à-dire qu'on ne va pas, élever les arbres en puisant de manière folle dans les ressources hydriques. Un deuxième principe qui est, on va s'appuyer sur les ressources locales. Il y a du patrimoine, en termes, de techniques culturales, il y a des ressources locales parce que, il y a d'anciens viticulteurs ou d'anciens, opérateurs qui travaillent dans des chantiers, qui ont une vraie expertise, qui va devoir, évoluer, mais ils ont des savoir-faire qui sont intéressants. On va, on va donner le primat vraiment à ceux qui cultivent et pas à des parties commerciales ou à la logistique. Hein, donc il y a à la fois des principes qui structurent, mais aussi ce que j'ai appelé des préceptes, c'est-à-dire des trucs très concrets qui vont vraiment orienter l'action. Par exemple, il va y avoir, des préceptes d'action pour la culture, outre le fait qu'on a des principes d'économie d'eau, qui vont être des préceptes de respect des cycles végétatifs. Hein, c'est-à-dire que je vais planter au moment, qui sont les moments, effectivement, «naturels» entre guillemets pour, le développement des végétaux. Et puis, il va y avoir des démarches qui vont être décidées, c'est-à-dire qu'il va y avoir des expérimentations qui vont être faites et des espaces délibératifs qui vont être mis en place. Voilà, donc c'est ça le contrat de base, c'est cet ensemble de principes, de préceptes, de démarches, mais aussi de critères, par exemple, qui guident l'action. Il y a des critères esthétiques, il y a des critères, de soins portés aux végétaux. Il faut faire attention à ne pas abîmer les arbres.
Il y a aussi des critères de relation avec les gens qui ne sont pas dans la pépinière. On n'accepte pas toutes les sollicitations de toutes les communes, hein. Il va y avoir un réglage de ce qui est acceptable ou pas acceptable. C'est ça un contrat de base, c'est quelque chose qui organise le travail des uns et des autres avec ses principes, ses critères, ses préceptes, ses démarches, qui évidemment est évolutif parce que, au fur et à mesure qu'on avance dans l'utopie qui s'est vraiment mis en place, ben, il y a des trucs qui vont apparaître auxquels on n'avait pas pensé. Mais le contrat, c'est vraiment quelque chose qui va organiser le comment on fait pour aller tous ensemble vers cette perspective qui est donnée par l'utopie concrète. L'utopie concrète, c'est vers quoi on va, c'est pourquoi on veut mettre en place cette pépinière et le contrat de base, c'est comment on y va, et quels sont les principes qui organisent ce comment on y va. Comment on s'organise très concrètement au quotidien pour y aller. D'accord. Et du coup, il y a pas d'utopie concrète, sans contrat de base? Bah, du coup, ce que j'en ai retiré comme leçon, parce que c'est pas moi qui l'ai conçu ce truc-là, j'ai trouvé ça, donc j'ai fait une merveilleuse trouvaille. Ça a Oui. été voilà, vraiment un moment, très, très, très émouvant. Ce que j'ai pu constater, c'est que, quand il y a une utopie, on peut, inventer un modèle du travail qui est finalement assez alternatif et qui est, producteur de santé au sens, vraiment, plein et entier du terme. C'est-à-dire que, il permet à l'humain d'être en harmonie justement avec son milieu. Il permet, d'avoir une contribution sensée. Il permet d'être dans le registre de l'œuvre, c'est-à-dire que je vais faire des trucs utiles et qui vont marquer aussi, les gens qui m'entourent. Ben, moi, je suis dans une pépinière et puis j'élève des arbres, j'élève des micocouliers, j'élève des oliviers et puis, tu vas les retrouver dans ta ville ou dans ton village et puis, c'est moi qui étais, à l'origine de ces voilà, je suis le père, la mère, le tonton de cet olivier, c'est grâce à moi qu'il est là. Donc, c'est vraiment producteur de santé. Ça donne une place parmi les autres parce que l'organisation de ce contrat, elle fait que, il y a vraiment des moments de délibération, de disputes aussi professionnelles et du coup, ce couplage entre des utopies qui offrent une perspective et ces contrats qui organisent la chose, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement dans le délire en se disant, on va changer le monde ou on va, reconfigurer le paysage et puis après on se débrouille pour, comme on peut pour y aller. Ce couplage entre les 2, et ben, en fait, le modèle alternatif qui me manquait quand j'étais dans la sidérurgie ou dans d'autres secteurs pour dire: «On peut faire on peut aller sur des modèles de travail alternatifs et ils sont bénéfiques, pour l'humain et aussi pour la société», bah, là, je l'ai trouvé. Voilà et je depuis, j'essaie d'aider en fait les acteurs à, soit créer leur utopie et à concevoir les contrats de base qui vont bien, soit à, finalement leur proposer, quand ils vont pas bien, quand ça va pas, de, repenser des projets plus ou moins utopiques et en tout cas de D'accord. concevoir des contrats de base. Comment, vous faites du coup dans vos interventions pour, les aider à faire, à établir ce contrat de base? Les observer, vous questionner? Alors, plein de choses, diverses et variées, alors peut-être, par honnêteté quand même, hein, il y a plusieurs configurations, dans les interventions, qui sont assez différentes. Hem, j'ai développé dans l'HDR, alors je veux pas vendre l'HDR, hein, mais j'ai développé dans l'HDR, un premier type d'outillage qui permet de faire des diagnostics pour se dire: «Est-ce qu'on est en train de vivre des bouleversements profonds?» hein, que j'ai appelés, des mutations et des transitions qui, qui créent des dégâts sur le travail et sur l'activité de travail. Mais il y a des cas de figure où les entreprises, c'est déjà pas mal de, leur faire prendre conscience que ce qu'elles sont en train de vivre comme difficulté, c'est pas des TMS qui sont en lien avec la hauteur de la table ou avec, la disposition de la souris. C'est une malédiction pour les ergonomes, mais c'est autre chose de beaucoup plus profond, c'est des choix gestionnaires, c'est des choix, économiques, c'est des choix technologiques qui déstructurent en fait,
ce qui fait sens pour les humains et qui, en plus, est contre-productif. Déjà faire ça dans certaines entreprises, les amener à reconsidérer finalement les choix qu'elles font, ça peut être quelque chose d'intéressant. Ça ne se terminera pas forcément par des trajectoires où on va sur des modèles très alternatifs. Mais déjà, si on les amène à reconsidérer et à faire en sorte que, dans le cadre de ces modèles qui auront été réadaptés, on donne un peu plus de place à l'humain, où on est plus soucieux et plus précautionneux en termes d'organisation du travail, d'organisation de la production, ça sera déjà pas mal. Et j'aurais aimé juste qu'on revienne faire non pas un pas de côté, mais qu'on aille juste un peu plus loin, de préciser certaines choses, notamment la question du projet chantier. En vous écoutant, et si j'ai bien compris, en fait, finalement, l'enjeu avec la question de l'utopie concrète, c'est de faire naître enfin, du moins d'accompagner avec les opérateurs, avec les acteurs de cette utopie, de faire naître ce projet chantier pour que l'utopie concrète puisse se réaliser, si j'ai bien compris. Absolument, parce que c'est vrai que alors utopie concrète, c'est un terme que j'ai piqué à bloc. Enfin, je me suis mais je l'évoque, hein, parce que vraiment c'est Hans Bloch qui propose ce terme d'utopie concrète et si je reviens à l'exemple du sud de la France, là, que je viens de vous évoquer, en fait, dans ce dispositif, enfin dans cette intervention, ce cette utopie qui est de reconfigurer, le paysage, sur ce territoire, c'est un dessin qui est énorme. Ce que je trouve à la pépinière, c'est un découpage de cette utopie, qui est plus, comment dire? Praticable à la fois pour les acteurs. Elle est quand même à périmètre, d'action et de pensée de ce qu'on doit organiser à la hauteur d'une structure. Là, c'est pas une entreprise encore, hein, c'est un truc public, mais à la hauteur d'une structure, d'un collectif en tout cas organisé. Et finalement, ils ont redécoupé dans cette vaste utopie concrète, mais qui concerne toute la région et qui concerne beaucoup, beaucoup d'acteurs, quelque chose qui est à leur portée. Non pas qu'ils aient pas plein de trucs à inventer et à faire et que ce soit pas une aventure, mais quelque chose, qui va, oui, être un découpage et une contribution à cette grande utopie par l'intermédiaire de la culture des arbres et des arbustes, de ce qu'ils appellent les sujets. Le projet chantier, c'est ça, c'est finalement, projet parce que, bah, c'est quelque chose qui est toujours en jachère, qui à la fois, demande une organisation, mais qui est une perspective, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est clos. Enfin, c'est une perspective, pardon, c'est pour ça que je parle de projet et chantier parce que c'est quelque chose qui ne doit pas être, les choses ne sont pas dites une fois pour toutes. On n'est pas comme dans des projets de conception dans les secteurs industriels où une fois qu'on a fini, par exemple, de concevoir la voiture ou une fois qu'on a fini la conception de la ligne, l'aventure est finie, même si, comme dirait Pascal Béguin et Rabardel et d'autres, la conception se continue dans l'usage. Non, là, on sait que constamment, finalement, on travaille à ce projet. Là, dans le cadre de la pépinière, était de contribuer à l'utopie plus grande. Ben, effectivement, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de faire autour de problématiques, de faire émerger, de travailler, d'accoucher finalement, d'aider à accoucher les acteurs d'un projet chantier, c'est-à-dire d'une utopie praticable, et puis après de les aider à concevoir l'organisation qui va leur permettre et les principes et les valeurs qui vont leur permettre de faire vivre, ce projet chantier, cette utopie. Et du coup, la réponse que je faisais à Cassandre, c'est: «Ouais, dans l'HDR, il y a plusieurs, configurations qui sont évoquées. Il y a les situations classique, entre guillemets, en ergonomie, on arrive les entreprises sont prêtes à bouger, les milieux sont prêts à bouger, mais ils ne sont pas prêts à révolutionner leur modèle. On va, essayer, d'aménager l'aménageable, transformer, mais en sachant qu'on va essayer de redonner une place à l'humain, mais qu'on ne pourra pas, les entraîner vers des voies, alternatives. Là, ce que j'évoque plus particulièrement et ce que je travaille, en ce moment, soit carrément faire émerger quelque chose. Je vais essayer de donner des exemples, hein, après pour que ce soit plus explicite. Soit accompagner des acteurs qui étaient dans des formes de projets alternatifs, mais qui sont plantés. C'est-à-dire que ça ne fonctionne plus ou ils sont percutés par des transformations. Donc c'est ça que j'essaie de faire, actuellement. En tous les cas,
Par rapport si je reviens sur des cadres plus traditionnels en ergonomie, et si je reviens, vous avez fait référence à l'ouvrage, «Concevoir le travail, le défi de l'ergonomie». Traditionnellement, en ergonomie, historiquement, on a vécu une période où d'abord c'était le diagnostic. Il s'agissait de poser les problèmes et puis après on est passé à la conception où il s'agissait de résoudre les problèmes. Mais dans tous les cas, on restait finalement inscrit dans un paradigme où le projet des uns s'imposait aux autres. C'est-à-dire qu'une direction choisissait de concevoir une nouvelle ligne, concevoir un nouveau bâti, et cetera, et cetera. On associe ou pas les opérateurs, on les associait finalement dans un schéma participatif où quand même le projet des uns, voilà, les opérateurs, les opératrices, ils peuvent participer, mais il ne s'agit pas de leur projet. On ne leur demande pas quels sont leurs souhaits par rapport à l'avenir de l'entreprise ou de la structure dans laquelle ils sont. Là, ce que j'essaie de faire, c'est d'accompagner ce que John Dewey appelle des publics, c'est-à-dire des gens qui sont préoccupés par exemple, des questions relatives au développement durable, autour du bien vivre alimentaire, autour de l'équité sociale, autour de l'accès à l'éducation, de l'accès aux soins. Des gens qui se disent on a des problèmes à régler, on ne sait pas comment y aller encore, on n'a pas encore toutes les connaissances pour y aller, mais on veut faire quelque chose. Donc on est une bande, on s'aperçoit qu'on partage les mêmes constats, on décide d'y aller, mais si on y va comme ça risque d'être un peu calamiteux parce qu'on part sur des beaux projets qui demandent beaucoup d'énergie et finalement on se casse la gueule au bout d'un moment. Donc comment on essaie du point de vue du travail d'imaginer comment ça peut se traduire, quels sont les principes aussi à partir desquels on peut faire ce travail d'organisation et de lecture du projet. Je vais peut-être vous donner un exemple sur, quelque chose finalement, de belles ambitions qui peuvent mal tourner si on ne se pose pas 2 secondes pour délimiter quel est le projet chantier et le contrat de base qui va l'équiper. Cette année, il y a eu, Margot Pascalis a fait son, projet de fin d'études sur un projet, chouette avec, les jardins d'avenir qui appartiennent au jardin de Cocagne. Un beau projet autour d'une micro-ferme urbaine, inscrit dans un méga projet qui s'appelle Quartier fertile à Saint-Fons, financé par, l'Agence nationale du renouvellement urbain. Ce projet, c'est de se dire, on va renouveler les quartiers, on va créer plus de mixité sociale, de cohésion, de solidarité, on va permettre l'accès à l'alimentation, on va dépolluer les sols et cetera et pour faire tout ça, on va mettre en place de l'agriculture urbaine. Belle utopie, mais qui s'est peu concrétisée parce qu'en fait, il n'y a pas eu de réflexion sur ce que, finalement, quels étaient les problèmes très concrets auxquels on souhaitait, répondre. Faire de l'agriculture urbaine, ça peut prendre plein de formes différentes, hein, donc qu'est-ce qui est fait ailleurs? Qu'est-ce qui peut poser problème? Comment on doit s'organiser? Est-ce qu'il y a déjà des trucs qui existent dont on peut s'inspirer? Ça peut aussi, ça demande de développer, des ressources, des compétences et des connaissances en agroécologie. Est-ce qu'on peut s'adjoindre des gens, qui vont nous dire des trucs sur, qu'est-ce que ça veut dire de cultiver sur de toutes petites surfaces? C'est quoi les obstacles qu'on peut rencontrer? Par exemple, mince, la parcelle à laquelle on a pensé, c'est une parcelle, qui est très polluée et on est en zone Céveso, donc on va pas pouvoir faire d'atelier pédagogique et c'est aussi donner place à des souhaitables, qui sont énoncés par les acteurs qui vraiment contribuent au projet, y compris, les, employés, par exemple, de la micro-ferme qui sont, en réinsertion professionnelle. Si on fait pas ça, ce qui a été malheureusement le cas de ce projet, au bout d'un moment, les acteurs, se lancent dans des aventures un peu folles,
certes très belles, mais n'ont pas, eu l'opportunité finalement de pouvoir réfléchir à ce que ça voulait dire du point de vue du travail, ce qu'il allait falloir développer, ce qu'ils ont envie de faire aussi. Ce qui fait problème dans les expérimentations qui sont déjà en place et du coup, au bout d'un moment, soit les gens s'épuisent, soit les gens abandonnent, soit ils se retrouvent à faire des choses, qui sont finalement très traditionnelles par rapport au modèle du travail. Donc vraiment on peut avoir de beaux projets, qui, du coup, vont tomber à l'eau. Donc le but de ce que j'essaie de faire actuellement, c'est, avec des acteurs comme ça qui ont, une utopie, renouveler l'urbain, remettre de la mixité sociale, désenclaver, dépolluer, en passant par l'agriculture. Très concrètement, c'est quoi les termes du problème qu'ils ont à résoudre? Comment ils vont aller voir ailleurs pour pouvoir s'inspirer peut-être de choses qui ont déjà été faites? Mais aussi pour se dire ça, ils en ont pas envie du point de vue justement de l'organisation du travail qui va être parfois très parcellisée. Quels sont les possibles? Les connaissances, qu'on a à notre disposition, les expériences qui sont déjà, dans les quartiers, par exemple, dans lesquels on veut mettre, en place, ces micro-fermes, quels sont les moyens aussi qui vont être mobilisés? Est-ce qu'on a besoin de temps? Est-ce qu'on a besoin, d'outils? Est-ce qu'on a besoin, de plus d'espace? Voilà, c'est ça que j'essaie de faire. À la fois les faire avancer pour qu'ils arrivent à mieux formaliser finalement ce fameux projet chantier, et les principes aussi, qui sont sous-jacents. Par exemple, est-ce qu'un des principes de la micro-ferme, c'est, un principe, d'inclusion sociale? Ou est-ce que je me dis que, ben, l'inclusion sociale, elle va pas se faire par le travail, elle va se faire différemment, par le partage, par exemple, de repas? Et puis après avancer sur, l'organisation, c'est-à-dire le contrat de base, vraiment va permettre au quotidien d'organiser, le travail de la micro-ferme. D'accord, mais merci pour ces exemples. En tout cas, non, si, c'est vachement éclairant parce que, on comprend bien que finalement la place de l'ergonome, enfin une utopie pour qu'elle se concrétise, même s'il y a, la volonté, le faire qui des opérateurs qui est présent, il y a tout un accompagnement, une co-construction, un guidage, enfin, il y a plein de voilà, il y a plein de choses qu'un ergonome peut apporter, dans cette utopie concrète et finalement de voilà, de co-construire cette utopie concrète qui, vient du terrain, qui vient des opérateurs, qui vient d'une volonté, 1 du terrain et finalement on comprend, voilà, vous avez super bien, expliqué et on vous comprend mieux aussi pourquoi, bah, finalement une utopie peut s'éteindre d'elle-même, non pas voilà, bah, puis qu'il y a finalement il y a des causes, différentes, mais voilà, ça peut arriver en effet si c'est, pas accompagné, pas plus alimenté et cetera. Absolument. Et pour répondre à la question de Cassandre à laquelle j'ai pas vraiment répondu, comment ça se passe? Bah, ça se passe, en faisant, des observations. Par exemple, dans d'autres situations où il y a des expérimentations. Ça se passe en travaillant aussi sur les ressentis, et l'expression de ce qui est problématique et du trouble, chez les personnes qui souhaitent s'engager dans ces projets. C'est aller examiner aussi, bah, voilà, très concrètement, par exemple, la micro-ferme, bah, il y a des cartes avec des espaces. Quand je parle de possible, bah, très concrètement, il y a des choses, qui sont, possibles parce qu'il y a des espaces qui n'ont pas été envisagés. Donc c'est aussi, aller explorer avec les personnes engagées, ces choses-là, voilà. Là, il y avait un enjeu autour de l'espace. C'est, partir aussi, il y a des choses, bon, qui font pas très sérieuses pour une enseignante chercheuse en ergonomie, mais c'est pas grave, qui sont de l'ordre aussi de, travailler sur des dimensions plus imaginaires, c'est-à-dire, plus débridées. Parce que un des ennemis, que l'on a, je crois, actuellement, c'est, la résignation ou la fatalité et la difficulté à imaginer d'autres choses. Donc j'ai recours à, des choses qui sont, de l'ordre de, un procédé, un stratagème qui est la fée Clochette. Donc je me transforme en fée Clochette. Je donne l'autorisation aux gens, grâce à ma poudre magique, d'énoncer, voilà leurs souhaits les plus fous.
On travaille aussi à partir de beaucoup d'exploration de choses qui ont pu être faites dans le passé, à la recherche de récits, d'anecdotes, de choses qui existaient. Par exemple, là, autour de la micro-ferme, on a découvert en discutant avec Margot, puis avec une autre, personne avec laquelle je travaille en ce moment, Éléonore Gendry. Par exemple, le musée des Confluences avait, il y a quelques années, fait une exposition autour du travail à Lyon et on redécouvre des expériences ouvrières qui, à un moment donné, ont été abandonnées, mais dont on se rend compte qu'elles sont encore significatives et que en fait, c'est pas du tout des rebuts, inintéressants, mais c'est des choses qui sont, fertiles, à partir desquelles qu'on peut reprendre, qui à un moment donné étaient abandonnées parce que techniquement, par exemple, elles étaient pas possibles ou qu'elles étaient trop alternatives pour être admises dans la société, mais qui, d'un coup, reprennent de la valeur. Des vieilles techniques, par exemple, pour la pépinière, il y avait des techniques comme ça de culture qui avaient été abandonnées et qui ont été reprises par les pépiniéristes. Donc voilà, c'est un espèce d'outillage, à la fois très sérieux, mais un petit peu foldingue, qui emprunte à, l'histoire, on fait de la cartographie, des choses autour des récits aussi, et où je pense que les ergonomes ont tout à fait leur place parce que ce qui nous donne une certaine puissance, c'est l'ancrage dans le réel du fait de des observations et des scénarios aussi qu'on peut élaborer avec les gens du point de vue du quotidien et du point de vue, du Ouais, bah, en travail. tout cas, merci beaucoup, hein, ça me parle beaucoup, tout ce que vous dites, et j'arrive à comprendre mieux certaines choses, notamment par rapport au stage que j'ai fait, qui concernait l'introduction de contenants lavables, dans la restauration collective scolaire et justement, bah, en fait, j'ai pas pu aller, jusqu'à cette étape de projet chantier, de co-construction avec, les acteurs. Parce que je pense que manquait, un engagement en fait, de leur part. Enfin, j'aurais dû peut-être, travailler plus cette question d'engagement avec eux, dès le départ. C'est compliqué. Il me semble qu'il y a des choses aussi, pour fréquenter, assidûment des anthropologues, et Constance Ruiz, je fais des clins d'œil, j'en profite. Constance, qui est anthropologue, dit que, l'anthropologie aussi, c'est l'art de l'infusion. Je pense que la temporalité aussi, c'est important. C'est vrai que parfois dans les interventions ou dans les milieux de travail, il y a des choses qui se construisent, et qui demandent du temps. Est-ce que c'est aussi un choc pour les acteurs de comprendre que, il y a des choses qui sont à reconstruire ou qui sont à imaginer? On est tous quand même dans des univers de travail qui sont très contraints au niveau du temps, qui sont très agités, qui sont très chargés et ça peut être effrayant pour les acteurs aussi de se dire qu'il faut repartir ou s'engager sur une aventure qui est une aventure incertaine. C'est-à-dire que comme on est en train d'élaborer autre chose, on est sur des choses qui sont inattendues et oui, on est sur des voies avec beaucoup d'incertitudes. On fait pas à pas avec les acteurs et les ergonomes, qui s'engagent dans ces voies-là, si en tout cas ils veulent être honnêtes, mais je crois comme toute intervention ergonomique, ne peuvent pas raconter la fin de l'histoire et assurer une fin de l'histoire. On peut assurer d'être là pour accompagner et équiper au mieux les acteurs, mais effectivement, on n'est pas dans une expertise rassurante qui donne des recettes et qui va expliquer comment on s'en sort. Donc, Cassandre, pas de culpabilité. Il faut du temps et parfois il y a des milieux où, le temps et l'épreuve que ça représente n'est pas absorbable et on n'arrivera sans doute peut-être jamais à faire émerger ce genre de projet. Tout cas, mais merci pour parce que quand même votre HDR porte quand même beaucoup d'espoir. En tout cas, c'est en tout cas la sensation que j'ai eue en le lisant, c'est qu'on retrouve quand même beaucoup d'espoir, dans l'humain au travail. En plus, on est quand même passé par pas mal de stades là autour de cet épisode. On est passé sur la crise de la modernité, on a requestionné aussi le statut de la vieillesse et finalement comment on pouvait quelle identité on pouvait lui donner, quel rôle et la question des crises et finalement, vous répondez, non pas à toutes ces questions parce que c'est plein de questions, mais en tout cas vous donnez une belle lueur d'espoir, je trouve, avec cette notion, d'utopie concrète, en la mettant en lumière, parce qu'elle existe déjà dans plusieurs milieux de travail et je trouve ça hyper intéressant et voilà, assez éclairant d'avoir finalement de reposer ce concept-là, en tout cas dans les milieux de travail pour en leur donnant finalement peut-être un mot, on leur donne une existence
En plus, avec actuellement, je sais que ça vous tient beaucoup à cœur, mais la question du développement durable, je pense qu'on parlait de crise environnementale, enfin de crise sanitaire, crise environnementale. Je pense qu'il y a beaucoup de choses, je pense, qui vont se jouer par la suite, de réveiller, hein, enfin de mettre en lumière ces utopies concrètes, ces utopies, les concrétiser, parce qu'on arrive tout doucement quand même à la fin de ce podcast, donc tu sais, je vous laisse quand même les derniers mots, mais au niveau de cette question du développement durable, pour conclure un petit peu avec cette notion d'espoir dans l'utopie concrète, pour vous, qu'est-ce qui vous inspire, en tout cas, autour de ce concept-là, vers quoi on peut tendre avec cette question du développement durable et à un avenir un peu plus harmonieux et meilleur, vers tendre vers un bien? C'est vos mots, hein, c'est vos mots dans votre Oui, oui, HDR, hein, oui, c'est non, mais pas moi qui. j'assume complètement. Alors cette espérance, alors merci, tant mieux, c'était le but aussi de pas se laisser aller, à la grisaille et à la résignation. Mais c'est vraiment et là, tu as tout à fait raison, Thibaut. Autour de nous, il y a plein de choses qui se font. Il y a plein de gens qui n'ont pas attendu les ergonomes ou les intellectuels ou même Herzblock pour faire des choses. Il y a des choses qui s'organisent et dont il faut s'inspirer et qu'il faut accompagner parce que, voilà, moi mon inquiétude, c'est que certaines d'entre elles se cassent la figure parce que la question du travail, il reste un impensé et donc là, on a une contribution à faire. Dans les initiatives, je parlais de la pépinière. La pépinière, on est quand même sur un truc, rendez-vous compte, c'est, quelque temps après la Seconde Guerre mondiale et on a là un projet qui coche toutes les cases, quand on parle de développement durable ou d'anthropocène. On est sur un truc qui est justement un développement harmonieux, c'est-à-dire où les gens, s'inscrivent dans un milieu sans racines, dans une histoire et cetera, où on prend soin de l'eau, on prend soin de l'éducation, on prend soin du paysage, on prend soin du travail, on prend soin de la formation, on prend soin du patrimoine parce qu'on s'inscrit dans une histoire et cetera. Enfin bref, tout y est. Tout y est. Il y a le bien vivre alimentaire, enfin, il y a des échanges parce que autrement le podcast, va durer 15 heures donc on va avoir pitié des auditeurs. Mais toutes les cases y sont et je vois dans d'autres milieux, dans d'autres expérimentations, enfin expérimentations non, dans d'autres utopies qui comme ça ne se disent pas, on voit combien il est possible en fait de tenir ensemble ces critères et de ne pas opposer ce qui moi, me tient à cœur, la nature et l'humain. C'est-à-dire on n'a pas à opposer des enjeux environnementaux avec des enjeux humains. On arrive à équilibrer, à faire en sorte que ces intérêts se rencontrent parce que ce que dit le terme anthropocène que ne disait pas développement durable, c'est que la planète est notre habitat. Il faut penser les choses à grande échelle et ce qu'il faut, c'est établir des relations harmonieuses entre l'homme et son environnement qui devient un milieu. Donc, je trouve que ces utopies, effectivement, qui sont déjà en œuvre pour certaines, elles sont des sources d'inspiration parce qu'elles permettent de tenir différents critères relatifs à l'anthropocène. Voilà, prendre soin, de dimensions, dépolluées, avoir moins d'impact, sur notre sol et en même temps produire des choses bénéfiques, c'est-à-dire, par exemple, agir sur la biodiversité et en même temps permettre l'accès à l'alimentation et en même temps améliorer le vivre ensemble. Donc c'est possible, ça existe. Moi, j'ai essayé humblement d'apprendre des leçons de ces dispositifs pour voir comment on pouvait du coup accompagner d'autres qui se mettaient en marche pour prendre soin du travail et pour que ce soit pérenne. Parce qu'autrement, si on oublie la question du travail et de l'activité de travail, au bout d'un moment, ça peut s'éteindre parce que c'est trop engageant, c'est trop, les gens tiennent, mais tiennent, ou s'engueulent d'ailleurs. Voilà, donc il me semble qu'autour de nous, on peut contribuer, nous, ergonomes, à accompagner ces projets, qui, peuvent permettre de répondre aux défis, du développement durable. Pour moi, la question suivante, c'est comment ça fait tache d'huile? Comment ça peut, de ça, qu'est-ce que puisque moi je contribue de plus en plus à ce type de projet, comment on se retourne vers nos institutions, pour qu'elles entendent et qu'elles bougent et qu'elles, mettent en place des cadres qui soient plus aidants, par rapport à ce type d'initiative et comment finalement on contribue à l'émergence un nouveau modèle de société de travail? Oui, ouais, c'est une excellente, question, effectivement.
Merci beaucoup, Valérie Pueyo d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir aussi, beaucoup éclairés sur votre HDR. Merci à toi Thibaut. Merci à toi, Cassandre. Trop de remerciements. Merci à C'est vous. ça. Et merci aussi à Eva Goulois et Paul Fortabat pour la rédaction de ce podcast. Et puis bah voilà, et puis bah à la prochaine pour un nouvel épisode. Merci encore Valérie et à la prochaine tout le monde. Vous pouvez retrouver cet épisode sur toutes les plateformes de diffusion. Et encore merci à la Self de nous avoir sponsorisé pour cet épisode. Merci à tous et à toutes et à bientôt.